Je vais juste prendre la parole quelques minutes pour ouvrir ces derniers moments de discussion. Le projet dans cette journée, et avec le titre que je vais donner, c'était finalement de liquider la nature après, à l'heure de l'Anthropocène, l'après-nature. Qu'est-ce qui va la remplacer? Et puis on voit que c'est pas si facile. La nature est un peu récalcitrante à son achèvement. En effet, dans toutes les présentations, donc là c'est un petit peu spontané, mais dans toutes les présentations qu'on a vues, même s'il s'agit de critiquer le naturalisme, la pensée dualiste qui la séparerait ou qui l'instrumentaliserait radicalement à des finalités humaines, le mot nature est apparu de façon omniprésente. Donc quelle offre la trame sur laquelle se tissent nos cultures dans des brins serrés où humains et non-humains deviennent presque non distinguables les uns des autres, comme tu le décrivais tout à l'heure, Yildiz. Qu'elle pointe vers un horizon fantasmé de la marchandisation totale qui n'adviendra jamais justement par la nature même de la nature, comme nous montrait Valérie. Qu'elle borne et balise les itinéraires possibles d'un trajet vers une société plus soutenable, plus durable, comme l'évoquait Denis, qu'il s'agisse toujours d'une façon ou d'une autre de trancher ou de faire avec elle, de la laisser faire, et surtout qu'il s'agisse de renoncer à choisir entre se faire avec ou se laisser faire, qu'évoquait Isabelle. Je ne vais pas avoir un mot pour tous, mais dans le cas de Jeanne, on voit bien que même si c'est les non-humains, cette question de la coévolution avec la nature restait très présente. Mais tu fais partie des conférenciers qui n'ont presque pas utilisé le mot nature lui-même. Est-ce que tu as bien compris l'exercice ou est-ce qu'il faut en déduire quelque chose? Au tout début, c'est vrai. Qu'il s'agisse, dans le cas de Sébastien, de la requalifier dans les catégories du vivant, et avec cette chose intéressante dans les sciences du système Terre, qui font que, en tout cas dans la tension et dans le retour du vivant que tu évoques, finalement, plus que le vivant, c'est la nature vivante, parce que l'humain n'est pas lui-même intégré dans cette catégorie du vivant, ou en tout cas il n'est pas distingué dans cette catégorie du vivant du système Terre, ce que je trouvais assez intéressant, et qui en creux finalement dessinait quelque chose comme le retour de la nature, qu'il s'agisse d'en faire un sujet d'intendance, ou dans le cas des tentatives de quantification de la biodiversité, de nous rappeler à une réalité, à un phénomène écologique existant que sans cesse nous échouons à absorber par nos calculs et par nos métriques. Il me semble que la nature, toute la journée... Ah, j'ai oublié Catherine, c'était la plus jolie. Hein. Non, je ne fais pas de hiérarchie dans les conférences elles-mêmes, mais la nature dont nous parlait Catherine Larère ce matin, c'était justement de la requalifier non plus comme un paradis perdu qui serait derrière nous et dont il faudrait faire le deuil douloureux, mais plutôt comme un monde commun en devenir, sans cesse à réinventer, à réinvestir. En tout cas, dans toutes ces présentations, finalement, il me semble que la nature a résisté à la tentative anthropocénique d'anéantissement total, et je m'en réjouis. Et je suis vraiment heureuse et enthousiaste par la diversité de ces présentations. Donc je vous remercie pour ça. Et puis peut-être pour ouvrir cette discussion, finalement, on a effectivement une succession de termes. On a parlé de nature, de vivant non humain, de biodiversité, de collectif hybride humain non humain, etc. Est-ce que, par exemple, sur le terme même de nature, le simple fait qu'il appartienne de façon si spontanée et si coutumière à nos façons de parler, de communiquer et de penser les relations avec le non-humain, ne justifie pas qu'on prenne un peu soin
de ce phénomène, quitte par exemple à le projeter dans quelque chose qui soit complètement différent d'une distinction humain-non-humain, en parlant notamment de la nature humaine, etc. Donc voilà, je voudrais avoir, à l'issue de cette journée, peut-être d'abord ouvrir la discussion avec le public sur cette idée de nature, et si vous n'êtes pas inspiré par cette question-là, et peut-être profiter de la présence de tout le monde pour poursuivre des discussions qui ont été entamées plus tôt dans la journée, sachant qu'on répondra à la place des absents et en notre propre nom. Oui, je voulais revenir sur la dernière thématique, notamment celle des territoires. Il me semble qu'il y avait un instrument qui était tout à fait adapté pour travailler cette solidarité écologique, c'était les agendas 21, qui portaient quand même beaucoup sur les espaces urbains. Là, on a passé en revue beaucoup d'exemples liés plutôt justement au parc naturel, aux espaces protégés. J'aimerais avoir l'avis des spécialistes sur cette question. Comment finalement la solidarité écologique a pu être prise en compte en espace urbain, dans les agendas 21 et dans ce qui se prépare aussi, quoi. Donc merci pour cette question. Alors je ne suis pas totalement familier, en tout cas de manière récente, des agendas 21. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, que c'est de manière assez hétérogène selon les agglomérations. Alors typiquement l'agenda 21 tel que ceux que j'ai un peu en tête, il figurait plutôt dans la tendance réformiste, c'est-à-dire qu'il reste quand même dans le modèle économique dominant et essaye de promouvoir des adaptations, de mobiliser les gens, de sensibiliser. Et donc du coup, là je n'ai pas listé, il n'est pas apparu effectivement, mais on l'a dans nos études. Voilà. Donc c'est plutôt une forme d'intendance qui ne mobilise pas forcément à la solidarité écologique, enfin nommément, mais qui s'en intéresse du fait de la prise en considération, en tout cas d'un certain nombre d'interactions et en tout cas d'interdépendance avec l'environnement. Je me suis demandé, dans les 5 niveaux de légitimité ou de justification de la conservation, est-ce qu'il y avait une réflexion parallèle sur les procédures qui la traduisent dans notre société? Pour les premières, surtout la toute première, on voit vraiment très bien comment ça se passe. Au fur et à mesure qu'on descend, ça devient pour moi plus mystérieux. Alors, pour la première, c'est très clair, il n'y a rien. Voilà. Maintenant, après, pour les suivantes, la première et la troisième, c'est-à-dire une conservation pour, d'une certaine manière, la fitness, c'est tout orienté sur une sacralisation des humains et la biodiversité n'est qu'une biodiversité qui va aller pour contribuer à augmenter cette fitness humaine et pour cette descendance humaine. Donc là, la conservation, elle va se faire, elle est très anthropocentrée comme les 3 autres, uniquement dans cet objectif-là. Bon, sachant que ces 5 scénarios ont pour objectif de décortiquer ce qui est sous-jacent à des objectifs de conservation. Mais bien évidemment, ce genre de comportement, on peut le trouver dans une certaine partie de la société, mais souvent c'est peut-être plus en nuance. Donc si ta question c'était comment, dans quel pays, de manière très objective, je ne pourrais pas y répondre, mais c'était simplement pour poser les choses. La troisième, par rapport au bien-être humain, là c'est une attitude qui est en gros faisons-nous plaisir dans cette société, on n'en a rien à faire de se reproduire, ce qu'on veut c'est tout de suite, pendant notre durée de vie, on s'éclate, voilà. Et donc cette conservation... On parle de procédure collective, c'est-à-dire un mot c'est l'affrontement des intérêts, la troisième, ouais. On va se dire qu'avec une démocratie qui
fonctionnerait très bien, on a une petite chance de s'en rapprocher. Ouais. Tu parles, excuse-moi, là, quand tu dis la troisième, c'est celle Celle basée sur Bien-être. le bien-être Ouais. des humains. Ouais. La troisième, c'était avec le futur aussi, je crois. Alors en fait, celle qui est développement soutenable, c'est la quatrième. Hein, c'est en gros pour le bien-être humain et pour la valeur sélective des humains, donc la valeur intrinsèque. Et donc là, c'est celle, je dirais, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, c'est quand on interroge, et j'aurais pu le faire dans cette salle, chacun pour savoir à quel niveau lui se place, mais aussi qu'il pense que le reste de la société se place. Ce genre de petit exercice, on le fait avec les étudiants, et on a parfois des choses qui vont de la conservation de la biodiversité, ça n'existe pas, mais plutôt, c'est plutôt orienté vers cette vision de développement soutenable. Je pense que là, je dirais, on n'est pas franchement là-dedans, mais on tend plutôt vers cette optique-là. Et cette optique-là de conservation, ce qu'on essaye de dire par rapport à une vision égocentrée, c'est que d'une certaine manière, elle ne nécessite pas un changement par rapport à notre conception d'interaction entre humain et non-humain, et surtout, elle ne considère pas la dimension, je dirais, la temporalité, la dimension en termes de conséquences évolutives d'un certain nombre de choix qui sont faits. Voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de dire. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. En partie, mais je comprends que la suite sort de ce que vous avez extrapolé. Je me rappelle, il y a longtemps, un juriste que vous connaissez peut-être, Gilles Martin, avait proposé qu'il y ait un procureur de la nature, c'est-à-dire dans les processus de décision qu'on institue de la même façon qu'il y a un procureur dans les tribunaux. Je ne sais pas si c'est plus loin. Qu'on institue donc les intérêts de la société avec un procureur, en tout cas dans le système de loi latine et pas américain. Et voilà, on ajouterait donc dans des processus de décision, qu'ils soient judiciaires ou administratifs ou autres, quelqu'un dont la charge serait de représenter ce genre d'intérêt. Je ne sais pas, une espèce de biologiste roi, hein, comme il y a des philosophes rois, de biologiste roi qui aurait ce pouvoir de représenter les enjeux évolutifs et donc de les faire valoir dans les procédures de décision. Ce qui est sans doute un peu compliqué à imaginer. Et on est dans la question de l'implémentation effectivement de cette approche-là. Et c'est sûr qu'il y a une réflexion à mener sur l'adéquation entre le développement de nos sociétés, je ne dis pas le développement démographique, mais en termes de bien-être humain, et cette vision qui est, eh bien, on laisse le reste, une partie du reste du vivant continuer sa trajectoire évolutive en diminuant au maximum l'impact qu'on peut lui apporter. Et donc ça, c'est quelque chose qui nécessite, au niveau démocratique, hein, et par rapport aux droits humains, bien une réflexion à avoir, parce que ça peut, d'une certaine manière, par rapport aux décisions qui pourraient être prises en termes de priorisation, remettre en cause un certain nombre des droits humains. Donc ce que tu dis, c'est imaginer qu'il y ait quelqu'un qui décide sur les objectifs de conservation, ou le fait qu'il y a une primeur aux non-humains par rapport aux humains par rapport à l'espace notamment, nécessite bien de réfléchir bien avant, et je ne sais pas si le procureur que tu imagines aurait toute légitimité. C'est voilà. pas moi qui ai inventé ça, je ne suis pas juriste. Mais est-ce que dans ces différents scénarios, il n'y a pas une différence fondamentale entre les premiers et le dernier? C'est que les premiers, on s'intéresse peut-être à essayer de maintenir des marges évolutives aux non-humains, et il me semble que le dernier exige une sorte de saut évolutif en ce qui nous concerne nous, dans notre façon à interagir avec le monde, et ça c'est un sacré enjeu. Et un enjeu qui est, pour reprendre un petit peu l'intervention de Catherine Barrère, où il y aurait un monde où la place des passagers clandestins serait maximisée. On ne va pas prévoir qui sera là, mais on sait qu'il y aura du... Donc c'est un petit peu deux petits aspects, mais le premier me paraît être un sacré enjeu, quoi.
D'accord. Et par rapport justement au développement de Catherine Larère et le passager clandestin, ces passagers clandestins intervenaient dans un système qui était déjà bien anthropisé et qui revient d'une certaine manière à une certaine naturalité. Là, l'objectif dans cette position, c'est et c'est effectivement pas évident à implémenter et à mettre en œuvre, mais considérer qu'il y a des espaces de nature sauvage qui ont, entre guillemets, toute légitimité à continuer leur trajectoire évolutive sans l'impact de l'homme. Alors ça nécessite évidemment, en termes de valeur, de considérer qu'on puisse mettre une valeur à ces processus évolutifs, à cette fitness non humaine dont je parlais tout à l'heure. Donc effectivement, ça demande, en termes de manière de considérer le monde, un saut qui est... alors on parlait de culture, malheureusement la personne que je voulais interroger après est partie, mais un certain nombre d'avancées sur notre manière de considérer le reste vivant, et notamment par rapport à ce qui est important il me semble, par rapport à la temporalité et les décisions qu'on prend, qui donne l'impression que l'humain serait venu d'une planète n'importe laquelle, arrive ici et prend des décisions. Non, on est issu de cette histoire évolutive cette histoire évolutive, elle continuera sans nous, bien sûr, mais ce qu'on espère, c'est qu'on continue par rapport à nos relations avec le non-humain, à continuer à bout de cette histoire évolutive avec eux dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'avais une lecture un tout petit peu différente, dans la mesure où il me semblait qu'il y avait un saut évolutif majeur, effectivement, à considérer le bien-être non humain, etc., mais que dans ce qui concerne l'action, ça pouvait s'incarner dans des choses finalement pas si extraordinaires que ça, sur des choses qu'on faisait déjà, en fait. Souvent, ça revient à considérer qu'il faut appliquer la loi. Enfin, il y a pas mal d'actions déjà possibles pour contrer la destruction de l'habitat. Il y a déjà pas mal de gens qui considèrent ce bien-être non humain, donc ce serait peut-être exploiter déjà des ressources qui participent à ce saut évolutif, plutôt que d'imaginer un tribunal avec un représentant de la nature. À mon avis, on a déjà en main de quoi aller vers ce chemin-là, sans de grands bouleversements. Je trouvais que c'était une des forces de ce message, c'était que sur le plan cognitif, il y a un saut, mais sur le plan de l'action, en fin de compte, on a déjà pas mal de choses en main. Je suis d'accord avec toi, mais force est de constater, et c'est la raison pour laquelle on a commencé cette réflexion, c'est qu'on bute avec un certain nombre d'inerties qui font que la planisphère qu'on a vue tout à l'heure et l'évolution de la biodiversité, on voit très bien comment ça évolue. Donc il nous semble à l'heure actuelle que même si tu as raison, il nous semble qu'on a tout en main. On a voulu réfléchir aux racines, à ce qui faisait que malgré qu'on ait tout en main, dans les faits, on reste sur nous-mêmes, dans cette même trajectoire qui est celle qu'aurait n'importe quelle autre espèce que nous avec la même puissance. Et justement, si on parle de humain, non humain, nous avons l'impression que par l'inertie dans laquelle on est et par notre incapacité à aller vers cette approche que nous prenons à l'heure actuelle, c'est essentiellement au fait que, d'une certaine manière, humains non humains, par leur comportement vis-à-vis du reste du vivant, agissent de la même manière, avec les mêmes moteurs. Donc, évidemment, on a les clés, mais il faut, avec ces clés et avec ces moyens qui existent, on ait conscience de ça pour pouvoir passer à une étape qui est vraiment
opérationnel et efficace. Mais tu as raison, on en a les solutions, mais on n'en fait actuellement rien, ou en tout cas pas avec assez de puissance. Il me semble que ce qu'on a aperçu aujourd'hui, par exemple, à propos de la biodiversité ou de la nature, c'est une espèce de prise en otage de la nature par la marchandisation ou par les big data, par exemple, les politiques. Et il y a un phénomène dont on a relativement peu parlé, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'injonction finalement à vouloir modéliser en fait le futur. Donc essayer de prévoir au maximum, et c'est vraiment très prégnant, je trouve. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi... et donc en voulant prévoir la nature du futur, ça n'efface pas le présent et les dynamiques présentes et les volontés de solidarité écologique, de dynamique sociale et écologique. Donc il me semble qu'en science actuellement, il y a presque une injonction en fait à modéliser l'avenir, le futur, prédire, etc. Ce qui pour moi aussi est réductible en fait, enfin a une tendance à réduire en fait la nature tout autant que ces big data. Oui, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur cette question de l'irruption du temps modélisé, scénarisé, les conséquences que ça a eu. Moi, en travaillant sur le chiffrage ou la mise en données, je me suis plutôt intéressé à la question de la spatialité, c'est-à-dire de la déterritorialisation de l'écologie et des milieux d'interaction pour les projeter dans ce que j'appelais la datasphère. Mais clairement, lorsque la question ça a été de projeter le devenir des différents scénarios, on a eu aussi l'irruption d'une temporalité assez étrange, abstraite, qui, là encore une fois, a eu pas mal de vertus quand même, c'est-à-dire la possibilité de se projeter précisément dans un destin commun, je pense, permettre de discuter de différents scénarios. Mais il me semble avoir lu des analyses très convaincantes sur le fait que ça avait aussi délayé le délai, c'est-à-dire permis de concevoir un temps avec un axe des abscisses là quasi infini, dans lequel il suffirait simplement de modéliser la chose pour que tout puisse se passer comme si le présent d'aujourd'hui pouvait continuer. Voilà. C'est-à-dire qu'en réfléchissant sur le futur, effectivement, c'est assez banal, hein, ça nous empêche de réfléchir sur le présent, mais peut-être aussi sur le passé. C'est-à-dire qu'il y a toute une dynamique de l'oubli qui est nécessaire pour pouvoir penser à ce qui va se projeter, alors qu'une histoire environnementale nous apporte énormément sur ce qui s'est déjà passé en termes de trajectoire et ce qui nous a permis d'arriver dans les trajectoires écologiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a tout un travail à faire sur la temporalité pour elle-même, au-delà de la spatialité telle que j'ai pu moi y réfléchir. Simplement pour réagir par rapport à la modélisation, la quête de modèles prédictifs est très présente dans l'intendance de la planète. C'est vraiment un fond technologique. Dans l'intendance de la planète, également l'intendance des écosystèmes. Et elle est beaucoup moins vraie ou mobilisée de manière différente, plutôt de manière exploratoire, en mobilisant l'écologie historique, l'anthropologie, l'ethnologie, et réfléchir ou faire de la co-construction de modèles dans les deux autres formes d'intendance. Je remercie tout particulièrement les conférenciers présents, mais aussi ceux qui sont dans le train, parce que j'ai vu un petit texto de Catherine, tout le monde est monté dans un train, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc je suis rassurée pour eux. Et puis je remercie le public pour l'intérêt des questions et de l'attention que vous avez portée à cette journée. Merci. Et voilà, on peut continuer à bavarder à l'extérieur.